Yo les gars, on se retrouve pour la preview du choc des huitièmes de finale Belgique-France. Qui pouvait s'attendre à un Belgique-France en huitièmes de finale? Et là, avec mes invités, je pense qu'il n'y en a pas un qui pouvait deviner ça. Déjà, on va commencer par Jordan, vous le connaissez tous. Comment vas-tu? Salut les gars, ça va nickel. On se retrouve pour un immense choc. Je pensais pas faire la preview de Belgique-France si tôt, mais moi ça me plaît bien, donc on est parti. Et on passe à Rekoba, du coup, vous le connaissez, il avait représenté la France en phase de groupe. Comment vas-tu? Impeccable. J'ai hâte de ce choc. C'est alléchant et je pense qu'il y aura peut-être plus de buts qu'on ne le pense. Et on passe à Nathan de la 90e, la Belgique. Ça va, salut les gars. Content de vous retrouver pour cette preview. Moi aussi, j'aurais jamais pu deviner que ça aurait été aussitôt, d'autant plus qu'on avait l'occasion de vous éviter le plus tard possible. Donc, assez dingue ce qui s'est passé hier. Deux nations qui ont, on peut dire, un peu déçu, voire énormément, que ce soit la Belgique, ça s'est vu dans le dernier match quand ils ont voulu tenir le 0-0 contre l'Ukraine. C'était assez inquiétant. Le match nul contre la Pologne de la France, Pologne déjà éliminée. Bon, on peut commencer du coup, on va refaire le même ordre. Et Koba, t'as pensé quoi de la phase de groupe de la France? Et je sais qu'il y a beaucoup de choses. Bah, en fait, c'est sûr que c'est décevant. Tu dois jamais finir deuxième de ce groupe-là. Mais elle n'est pas si dégueulasse que ça, on va dire. Parce que au final, tu as globalement dominé tes matchs. Tu as quand même eu beaucoup d'occasions. L'équipe de France sort quasiment en tête des équipes qui se sont créées le plus d'occasions. Mais le problème, c'est la finition. C'est aussi l'équipe qui sort en tête de celle qui a le plus vendangé devant les cages, qui a manqué le plus de grosses occasions. Donc, c'est tout le problème en vérité de l'équipe de France. Forcément, il y a aussi ce manque de créativité quand Antoine Griezmann n'est pas là ou est à court de forme. Mais globalement, tu as quand même malgré tout eu des occasions et de grosses occasions franches dans les trois matchs. Donc, c'est plus ça qui a pêché, qui a fait qu'au final, tu termines deuxième. Mais après, on va rentrer dans une compétition, comme on disait en off, et dans une compétition à élimination directe. On connaît l'équipe de France. C'est sûr qu'on n'avait pas prévu de rencontrer des gros adversaires aussitôt, mais c'est aussi ce qu'aime l'équipe de France, ses joueurs et Didier Deschamps. Et on a vu dans les dernières compétitions internationales que ça se passe plutôt bien pour les Bleus. Donc, c'est aussi un adversaire qu'on aime affronter. Ça s'est toujours bien passé face à la Belgique, mais ça, on en discutera après. Du coup, il y a, Du coup, il y a eu un petit bug dans la vidéo, mais on reprend par la stat que j'étais en train de dire. Du coup, il y a eu 75 rencontres, matchs amicaux compris. Il y a eu beaucoup de matchs dans les années 30. Donc, il y a 30 victoires pour la Belgique, 26 pour la France. Le bilan est plus positif pour la Belgique et 19 nuls. Mais bon, à l'Euro, il y a un match en 1984 et c'est 5-0 pour la France contre la Belgique. Donc, Voilà. voilà. Et on peut passer à Nathan. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la phase de groupe de la Belgique? Écoute, initialement, il y a eu beaucoup déjà de bruit après le premier match face à la Slovaquie. Beaucoup de gens étaient déçus et beaucoup de gens, je trouve, avaient été très très critiques envers l'équipe. Alors que quand tu regardes tout ce qui est statistiques avancées ou même enfin, ce qu'on a pu produire, en tout cas en deuxième mi-temps, on méritait beaucoup mieux que cette défaite 1-0. D'autant plus qu'on encaisse sur une bourde, hein, sur une erreur de Doku. Donc j'étais un peu mitigé dans la mesure où je me disais ça va, c'est le premier match et on n'a pas été si mauvais que ça. Et quand tu regardes en plus de ça, le goal annulé d'Openda à la main, c'est assez sévère. Par la suite, le deuxième match face à la Roumanie me rendait confiant dans ce que je disais par rapport au premier match, à savoir que oui, il y avait vraiment de quoi faire et qu'en fait, on était en fait, étant donné que normalement nos faiblesses sont censées être en défense, mais qu'on a des joueurs assez excitants devant, je me disais qu'en fait, on peut être l'équipe un peu frisson du tournoi, l'équipe que les spectateurs neutres voudraient voir dans la mesure où normalement devrait avoir beaucoup de goals dans nos matchs. Et le deuxième match face à la Roumanie m'a assez séduit dans cet aspect-là. Et puis il y a ce qui s'est passé hier. Moi, je trouve que c'est inexcusable. C'est inexcusable. Ça arrive hein, de faire une contre-performance, ça arrive d'être dans un mauvais jour, d'autant plus que Tedesco expliquait que l'équipe est arrivée presque une heure en retard par rapport à ce qui était prévu, qu'il n'a même pas eu le temps de faire son speech d'avant-match à cause de tous ces éléments-là. Mais c'est inexcusable non seulement d'arriver deuxième dans un tel groupe, mais qu'en plus de ça, d'avoir la volonté clairement affichée de ne simplement se contenter que de la qualification surtout dans un tel groupe.
Euh, c'est d'autant plus inexcusable que c'est assez marrant parce qu'en 2018, lors de la Coupe du Monde, pendant une longue période, on s'est demandé, bon, je vous ramène assez loin, 6 ans auparavant, mais on s'est longtemps demandé qu'est-ce qui serait arrivé si on n'avait pas joué le dernier match de groupe face à l'Angleterre sérieusement, si on l'avait pris un peu plus à la légère et qu'on avait essayé de calculer pour se retrouver dans l'autre tableau du tournoi. Et cette fois-ci, on se retrouve dans la situation totalement inverse. On aurait dû jouer ce match sérieusement, essayer de gagner pour se trouver dans la phase de partie, enfin dans la phase de tableau un peu plus abordable, même si le premier match aurait été face aux Pays-Bas. Et au final, on se retrouve face à la France et face à un tableau où on peut tomber face au Portugal, l'Allemagne. Et c'est inexcusable. Franchement, ce qui s'est passé hier, c'est vraiment inexcusable. Et il y a une il y a une vraie, comment dire, différence entre ce que pensent les supporters et les joueurs, parce que quand on voit ce que les joueurs disent, leurs propos et même ce que De Bruyne dit, euh, ouais, il y a une vraie déconnexion. On comprend pas trop comment des joueurs de tel niveau peuvent se contenter d'un tel résultat. Surtout avec sa réaction de fin de match, là où il marche vers les supporters, il se fait huer. Après, il dit à tout le monde, bon, on rentre. Pour un capitaine, c'est pas fou, mais quand tu regardes la Belgique, il y a beaucoup d'interrogations pardon, sur Tedesco. Est-ce que pour toi, c'est l'homme de la situation quand même? Est-ce que tu comptes encore sur lui ou, ou Bah, il- sincèrement, initialement, on a tous été très hypés par son arrivée, étant donné qu'on était très ennuyés. Enfin, ça commençait à être barbant le règne Martinez, et donc voilà, on était hypés dans la mesure où voilà, il a fait 2 très bons premiers matchs, notamment face à l'Allemagne, où tu avais un changement de système, on sortait enfin du 3-4-3 de Martinez et une animation différente. Mais je dois avouer que depuis ces premiers matchs, soit c'est correct, soit c'est très poussif. Et sincèrement, depuis le début de l'Euro, moi, ce qui me dérange grandement avec Tedesco, et je trouve ça assez choquant, et je le vois en fait à ses célébrations de but, j'ai l'impression qu'en fait, il est vraiment pas serein et il dégage en fait une nervosité qui, euh, qui imprègne tout le groupe. On voit qu'en fait, c'est un entraîneur assez jeune. Bon, c'est pas un souci d'être jeune, mais le problème, c'est que en fait, autant oui, on n'a plus cette génération dorée entre guillemets d'il y a quelques années, autant on a encore de très bons joueurs. Et je dois avouer que je suis vraiment étonné de la façon dont parfois il célèbre certains goals, notamment lors du premier match face à la Slovaquie. On a l'impression qu'en fait, il dégage vraiment aucune confiance. On marque face à la Slovaquie ou face à d'autres équipes de tel niveau. Moi, je me dirais, c'est normal. Enfin, il n'y a pas à célébrer comme si on avait gagné un gros match ou quoi, tu vois. Donc, moi, sincèrement, avec ce qui s'est passé hier, j'ai peut-être été un peu dur, mais je trouve vraiment que c'est un motif de, voilà, après le tournoi, écoute, on va passer à autre chose parce que je ne vois aucun autre grand coach d'une telle sélection avec de tels joueurs agir tel quel. Un Deschamps, je ne le vois pas, même si je l'apprécie pas forcément, mais je le vois pas avoir un tel comportement comme celui de Tedesco. Donc je suis vraiment déçu pour le moment en tout cas, de Tedesco. et on passe du coup à Jordan. Toi, t'en as pensé quoi de cette phase de groupe de l'équipe de France et de la Belgique? Bah, écoute, deux équipes qui ont globalement déçu, même si bah, après le premier match de la Belgique, j'ai trouvé des choix un peu étonnants. Carrasco latéral gauche, même s'il avait déjà un tout petit peu fait à l'Atlético, mais c'était plus un piston. Trossard qui a été vraiment mauvais, je me souviens. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est que contre la Roumanie, bah, il a fait pas mal de changements. Il a changé le milieu, il a mis Tillmans pour aider un peu à la créativité. Et finalement, je pense qu'avec la France et la Belgique, dans les 6 matchs, celle qui est la meilleure prestation, c'est limite la Belgique. Face à la Roumanie, je les ai trouvés plutôt bons à ce moment-là. Mais après, il y a encore plein d'autres problèmes avec le match d'hier où c'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné, de ne pas finir premier, se retrouver dans la partie tableau où là, on pouvait vraiment espérer quelque chose de grand. Et pour la France, bah écoute, c'est décevant, mais comme a dit Recoba, en fait, si le problème, c'est la finition, j'ai envie de te dire qu'avec la qualité des joueurs qu'ils ont à un moment, je pense que ça va revenir. C'est pas possible qu'ils vont pas mettre un seul but dans le jeu dans tout un tournoi. On se souvient que globalement, comme il a dit Recoba, tous les matchs ont été dominés. Il y a eu plein d'occasions à chaque fois, même s'il y a toujours ce manque de créativité, même sans un manque de créativité, sans un joueur, comme on avait dit au tout début d'Euro, si le joueur le plus important de la France, c'est Griezmann, ok, bon, il n'est pas à son niveau
actuellement, même sans lui, on arrive encore à avoir pas mal d'occasions. C'est juste que ça pêche globalement dans la finition et j'ai l'impression que ça, à un moment, au vu de la qualité des joueurs, ça va revenir. Donc, finalement, deux équipes proches dans le sens où ils ont été décevantes, mais j'ai l'impression qu'il manque pas grand-chose. En fait, surtout à la France, j'imagine que si tu retrouves cette efficacité devant, ça peut faire mal, surtout que défensivement, je les ai trouvés très corrects pendant toute la phase de poule pour l'instant. Donc, Ouais. Avant de parler de la globalement, France, j'embrasse sur ce que tu as dit sur la Belgique, notamment au niveau des choix. Et c'est pour faire encore un parallèle avec ce qu'on disait sur Tedesco. Mais c'est vraiment, en fait, décevant. Quand il est arrivé, il avait un peu ce discours où, voilà, il voulait un peu renouveler les cadres et partir dans un esprit vraiment méritocratique, pardon. Et en fait, on se rend compte que les joueurs qui sont alignés, la grande majorité, et ça aurait pu être encore beaucoup plus important si il n'y avait pas certaines blessures comme celle de Witzel ou Meunier, mais en fait, il fait encore beaucoup trop confiance à la, la, l'arrière-garde, enfin les anciens. Je trouve ça assez honteux qu'un Bakayoko, par exemple, hier, n'entre que pour les 15 dernières minutes. Euh, un De Ketelaere a joué 0 minute pour le moment sur 7 euros. Openda, qui fait encore une terrible saison avec Leipzig. Il entre en fin de match hier pour les dernières minutes et le match d'avant, il entre encore pour 15-20 minutes et il fait la différence. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est vraiment très décevant de sa part, c'est la confiance montrée à certains joueurs qui pourtant sortent de saisons terribles. Et tu parlais de Carrasco. Effectivement, c'est pas normal qu'un Carrasco qui est en Arabie Saoudite et qui n'a plus son niveau de l'Atlético Madrid soit titulaire dans une équipe telle quelle, alors que tu as des choix comme De Kuiper en latéral, ou alors tu peux essayer d'innover en faisant en sorte de faire jouer Bakayoko et tu fais reculer d'autres, etc. Ça va avec ce que tu disais justement par rapport à Tedesco qui célèbre un but de manière où tu dis en fait le gars n'a pas forcément confiance en ce qu'il fait et en son équipe. C'est qu'au final, il fait confiance au statut et il a du mal à sortir un Lukaku même mauvais et faire confiance à un Openda, même pas d'être titulaire, mais au moins sur 30 minutes. Parce Ouais. que c'est un entraîneur peut-être qui n'a pas le coffre, le pouvoir entre guillemets et la confiance en lui, aussi parce qu'il n'a pas le palmarès derrière comme peuvent avoir certains sélectionneurs et qui fait que du coup il fait plus confiance au statut et il a plus de facilité à mettre des statuts sur la pelouse que rentrer provisoirement peut-être en conflit avec eux durant le tournoi. En tout cas, c'est sûr que ça va être ultra intéressant. Et maintenant, on va passer à ce huitième. Là, on a fait cette présentation de groupe de la Belgique, de la France. On va passer à ce huitième. Recoba, est-ce que tu es confiant pour ce huitième de finale? Et pour toi, ça serait quoi les choses à modifier? Et je sais, du coup, devant, il y a des petites solutions. Donc, tu me dis ce que toi, tu modifierais dans cette team. Et est-ce que tu es confiant pour ce match si alléchant avec la Belgique? Ouais, plutôt confiant parce que pour moi, la Belgique, c'est pas un adversaire idéal, mais presque. Parce que défensivement, moi, c'est pas une équipe qui me rassure. Je l'avais dit déjà avant le tournoi. Bon, au final, ils ont encaissé moins de buts que je ne le pensais. Et comme il disait Nathan tout à l'heure, je pensais exactement pareil que ça allait être un peu l'équipe frisson et qui gagne ses matchs 3-2, 4-3. Par exemple, le match face à l'Ukraine, je pensais vraiment que ça allait se finir sur un 3-2 avec une victoire belge. Et au final, pas du tout. Mais défensivement, tu gardes quand même ce flip. On l'a vu face à l'Ukraine où finalement tu finis par essayer de tenir le score. Et pour moi, pour aller loin dans une grande compétition, tu as besoin d'être solide derrière. C'est l'avantage de l'équipe de France. On s'est rassuré à ce niveau-là. On a concédé quand même peu d'occasions, peu de grosses occasions. Et ça, dans les matchs couperés comme ça fait la différence. Au cas où tu vas en séance de pénalty, tu as toujours Mike Maignan. Et après, offensivement, pour moi, ça va revenir parce que est-ce que ça découlera de choix et de changements ou pas, je sais pas. Mais Mbappé, à un moment donné, ça va revenir. Un Giroud, ça peut revenir aussi. Tu as l'expérience aussi, mine de rien. Et par rapport à la défense belge, il y a il y a un peu un entrechoc. C'est-à-dire que tu as un Vertonghen, on parlait des statuts tout à l'heure, qui est toujours à la côté gauche. Un Vertonghen et un Castagne, ça peut se faire manger sur le côté par Dembélé et par Barcola, notamment Vertonghen. Derrière, tu as une charnière quand même assez jeune, assez peu expérimentée, assez naïve, avec Arthur Théâtre. On a vu le Stade Rennais qui a pris beaucoup de pions cette saison. Donc, face à un Olivier Giroud qui a beaucoup d'expérience, tu vois, ça peut aller très vite. Un petit coup franc, une petite action, une petite poussette intelligente, et derrière, il met la tête. Ça peut se jouer sur des petits détails comme ça. Et l'expérience, la solidité de l'équipe de France, pour moi, fait que
c'est un réel avantage. Et au-delà de ça, on a quand même une Belgique, notamment avec ce changement au milieu avec Tielemans, qui est beaucoup plus, je dirais, manieur de ballon que l'équipe de France. Et l'équipe de France aime laisser le ballon à son adversaire, piquer en contre. Ouais. Et je pense que ça peut faire très mal. On l'a vu avec l'Ukraine, on l'a vu aussi par moments avec la Roumanie sur certaines séquences. Donc je pense que l'équipe de France, à ce niveau-là, a un certain avantage. Est-ce que tu mettrais Giroud en 9 titulaire pour le reste de la compétition ou tu restes sur ce dispositif-là avec les 11 là? Ouais, je pense que je remets Olivier Giroud parce que on l'a vu, il manque d'une présence dans la surface, quand bien même il ne soit pas dans la forme de sa vie, il est toujours utile. Et je pense que son profil est trop important. Il permet de faire bien jouer les autres aussi autour de lui. On a toujours vu Griezmann, Mbappé briller à côté de lui. Il rend les autres meilleurs et il est trop important dans la surface, notamment face à une défense belge qui a des largesses et qui a un certain manque d'expérience. Je pense que Giroud est trop important. Mbappé en pointe, on l'a vu comme avec le PSG, ça dézone beaucoup trop. Il manque du monde, ça manque de présence. Et derrière, même pour les côtés, ça t'évite aussi de te retrouver avec des Barcola et des Dembélé en 1 contre 2, en 1 contre 3. Le fait d'avoir un Giroud dans la surface, ça te permet quand même d'attirer beaucoup les défenseurs. Donc, je pense que c'est une solution obligatoire et que la victoire, les buts de l'équipe de France passeront par un retour de Giroud. En espérant que Dédé t'écoute, du coup, et Nathan, confiant, c'est l'heure de la revanche pour la Belgique. Qu'est-ce que tu modifierais dans cette team? C'est ton moment. Allez, revanche ou pas pour la Belgique? Bah écoute, moi je vais pas te mentir, je suis absolument pas confiant, notamment par rapport aux arguments que Rico vient de citer. Alors effectivement, notre défense, initialement, en tout cas avant le début du tournoi, et je pense que ça l'est toujours, c'est le plus gros point faible, étant donné que il n'y a pas de gros noms, il n'y a pas de joueurs de classe mondiale derrière, et qu'en plus de ça, il y a un aspect qui va vraiment faire peur, bah, c'est la vitesse des défenseurs. Si ce n'est Théâtre, l'arrière-garde avec Vertonghen face, c'est des défenseurs, moi, que j'appelle des défenseurs de rectangle, qui sont très à l'aise, en fait, dans le box pour le défendre, mais sur le demi-terrain, ça risque d'être très compliqué face à la vitesse des Dembélé, des Kylian Mbappé. Donc, j'avoue que c'est un aspect qui me fait très peur et qui me rend pas du tout confiant. Ricoba a cité un autre aspect très important du match et qui peut être mis en parallèle avec ce qui s'est passé en 2018, bah, c'est quelle équipe va vouloir le ballon. Parce que effectivement, avec l'installation d'un Tielemans dans l'équipe, on repasse à une configuration où on a une Belgique qui, si ce n'est pas être plus joueuse, euh, est une équipe qui va chercher à avoir un peu plus la conservation, la maîtrise du ballon, alors que euh, pendant tout le mandat, en tout cas tout le début de mandat de Tedesco, on avait eu un shift en fait, et c'est notamment pour ça que Mangala, le joueur de Lyon, avait notamment été mis dans le 11. Bah, en fait, on voulait devenir une équipe où en tout cas on montrait, et c'est logique vu vu les profils qu'on a notamment sur les ailes ou même avec Lukaku devant, on voulait montrer qu'on est une équipe plutôt de transition. Et donc, en fait, vraiment, je me demande qu'est-ce que Tedesco va faire. Est-ce qu'il va revenir à son 11 de départ avec Mangala qui revient, ou alors un autre choix et Tielemans qui sort, ou alors on laisse quand même Tielemans et on laisse le ballon on essaye en tout cas de laisser le ballon à la France, ou alors est-ce qu'on va essayer de jouer dans un système où on essaie un peu de maîtriser la conservation du ballon, on prend le moins de risques possible, on essaie de faire en sorte que l'équipe de France a le moins le ballon. Je sais pas. Mais étant donné qu'on est un peu l'outsider, moi je trouve que voilà, on doit se focaliser sur ce qu'on sait faire de mieux, en tout cas ce qu'on a montré de mieux sur Tedesco. Si on veut avoir une chance, à savoir, il faut qu'on laisse un maximum le ballon et qu'on se concentre sur la vitesse de Doku, qu'on essaye de mettre un Bakayoko sur l'autre côté et que effectivement, soit on fasse confiance à Openda, soit on fasse confiance à Lukaku, mais en tout cas, on doit jouer sur des transitions parce que sinon, moi, j'ai peur que si on essaie de garder la maîtrise du ballon, bah, sur une bête paire de balles, bah, on se prend un contre avec la vitesse de Mbappé ou de Dembélé. Ça peut aller vraiment très, très vite. Les choix, ils vont être importants, hein, notamment, juste rapidement, Bakayoko par exemple ou Openda. Pour moi, les choix vont être importants parce que si tu prends les 3 gros joueurs de l'équipe belge, tu as Lukaku devant, tu as Doku sur le côté et tu as De Bruyne. Lukaku face à Upamecano et Saliba, meilleurs défenseurs de Première Ligue, a priori, on a de quoi répondre. Alors que Openda en vitesse, on a vu Upamecano face à des joueurs assez rapides en Bundesliga, par moment, il peut y avoir un pied qui traîne, il peut y avoir un petit retard, un petit saut de concentration. Donc, je pense qu'un Openda peut mieux s'en sortir et faire plus de mal. Doku sur un côté,
je pense qu'il vaut mieux avoir deux joueurs rapides parce que Doku, tu as quand même de quoi répondre aussi. Jules Koundé, défensivement, il a quand même été très solide. Et puis, tu as Théo Hernandez aussi physique et de la vitesse de l'autre côté. Donc, si tu peux avoir deux ailiers rapides, c'est quand même mieux que d'avoir que Doku. Et pour ce qui est de Kevin De Bruyne, on a quand même dans la zone N'Golo Kanté et Rabiot. Kanté qui revient quand même à un super niveau, en tout cas qui montre un super niveau et qui a été double fois homme du match. Donc, tu as de quoi répondre. Donc, je pense que miser sur des choix importants comme la vitesse avec Bakayoko et Openda, ça peut faire la différence par rapport à ce que tu dois mettre de base. Effectivement. Et même en dehors de la vitesse, hein, moi, je suis souvent très critique envers Lukaku, malgré le fait que ce soit le recordman de buts en sélection et tout ce qui en suit. Mais Lukaku, le problème, c'est que dans les moments les plus importants avec la sélection, c'est souvent très, 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 très compliqué. Si ce n'est son match face au Brésil en quart de finale de Coupe du Monde, où c'est vrai qu'il fait un match assez parfait, même si, encore une fois, Martinez l'avait déporté sur un côté pour lui éviter des difficultés. C'est très compliqué. Je repense à l'Euro face à l'Italie. Je repense à encore ce qui s'est passé face à la Croatie au Qatar en 2022. Il y a plein de matchs comme ça où à chaque fois on l'attend et il a une sorte de blocage mental. Et ce blocage, en fait, on a l'impression qu'il est toujours présent. Enfin, je pense que c'est quoi, 2, 3 buts annulés depuis le début de la compétition Trois, je crois. sur hors-jeu. C'est assez affolant. Donc, même en dehors de toutes les caractéristiques tactiques, à savoir, oui, Saliba et Upamecano, ça risque d'être compliqué pour lui. Si on prend juste l'aspect mental et l'aspect et tout ce qui est et sa série en fait dans les gros matchs avec la Belgique, bah effectivement, ça serait peut-être le moment opportun pour lancer Openda. Moi, je suis à peu près d'accord avec ce que vous avez dit. Recoba est confiant, Nathan n'est pas confiant. Jordan? Non, Moi, je suis confiant, mais du côté français, je pense, du coup. non. Mais c'est vrai que c'est intéressant, du coup, ce qu'il dit Nathan. En vrai, si la Belgique veut faire un truc, je pense qu'il faut un peu prendre la France à son propre jeu et leur laisser le ballon, même si, bon, ils ont quand même la qualité et peuvent s'en sortir même avec le ballon. Mais tu imagines bien la Belgique essayer, en plus avec leur défense fragile, et s'ils prennent le ballon, qui jouent haut, s'ils se prennent des contres avec le côté gauche, si Mbappé il y va, Hernandez de l'autre côté, t'as Dembélé ou Barcola, ouah, ça risque d'être vraiment trop compliqué. Donc, ce serait intéressant de voir la Belgique cette fois-ci un peu faire le dos rond, essayer de rester en bloc derrière avec cette défense qui est un peu fragile et jouer sur les transitions et espérer que Doku, que De Bruyne trouve une passe un peu géniale qui va aller sur Doku, exploiter un peu les failles derrière, pourquoi pas en jouant avec, en profitant peut-être du jeu dos au but de Lukaku qui réussit à dévier quelque part un peu sur le côté et là essayer de mettre le feu. C'est ça la question. C'est aussi, on parlait de Lukaku qui est pas toujours présent dans les gros matchs. Il va falloir que De Bruyne aussi, cette fois-ci, y aille, quoi, parce que j'ai l'impression en Belgique, par le moment, il se loupait parfois avec les gros matchs avec la sélection. Donc, et là, je trouve que son euro est plutôt correct. Donc, ce Ouais. sera sûrement à lui aussi de trouver un moment une passe, quelque chose d'un peu génial face à la France qui, comme l'a dit Recoba, je pense qu'à un moment, la finition, ça va revenir. C'est pas possible qu'il reste avec de tels talents. Au moins, ils n'arrivent pas à marquer un but dans le jeu. Et justement, je pense que le fait de trouver la Belgique, ça peut être une bonne opposition pour la France parce que depuis 2018, il y a cette histoire un peu de rivalité, etc. Et je pense pas que la France va vouloir concéder. C'est le genre de revanche. Et justement, si la France réussit à s'imposer 1-0, 2-0, retrouve des buts dans le jeu, là, je pense que ça peut lâcher un petit déclic à l'équipe de Deschamps. Et après, ça peut partir sur un tournoi complètement différent des phases de poule qu'on a vues. Donc, plutôt confiant pour l'équipe de France dans cette physionomie de match, mais j'ai envie de voir comment la Belgique va y aller. Est-ce qu'ils vont réussir à jouer les transitions et espérer quelque chose sur les côtés avec Doku. En même temps, si je peux poser une question à Nathan, du coup, si Doku joue à gauche, qui c'est qu'on va mettre à droite, du coup, parce qu'au tout début, c'était Trossard, Trop je tard. crois, qui fait. Ouais. Bon, en tout cas, le plus du premier match, c'était vraiment une catastrophe, alors que moi, je l'aime bien, mais voilà. Et au deuxième match, il y avait Luke Bacchio, qui, je trouve, a fait une bonne. Je sais pas, en Belgique, on pense quoi qui c'est qu'on Ouais. va mettre à droite réellement pour apporter Bah écoute, cette vitesse dans les j'ai parlé, transitions? ouais, j'ai parlé de Bakayoko, mais c'est vrai qu'en fait, Oui, il y a l'homme de Bakayoko confiance aussi. que l'homme de confiance de Tedesco depuis le début de son mandat. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant que Trossard a commencé la compétition, même si bon, je pense que c'est dû un peu à son statut et sa saison à Arsenal,
alors que Luke Bakio a eu une saison un peu plus compliquée à Séville. L'homme de confiance, normalement, à droite de Tedesco depuis le début de son mandat, bah, c'est Luke Bakio. Et donc, je pense qu'effectivement, déjà Trossard, c'est bon. On va un peu oublier parce que c'est vraiment compliqué et ça ne date pas que depuis le début de l'Euro, hein. Depuis qu'il est en sélection, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le joueur qu'il est en club. Donc, allez, pour le côté excitant, on voudrait Bakayoko parce que voilà, c'est un joueur qui, ouais, c'est un joueur excitant, comme je dis. Mais après, euh, Luke Bakio est un joueur qui est un joueur un peu plus de devoir. Et je pense que dans une configuration comme face à celle contre la France où effectivement tu auras un Théo Hernandez qui sur tout son couloir gauche va pas hésiter à faire des montées et donc tu as besoin d'un joueur de devoir qui un peu va le suivre tout le match tout en essayant d'être impactant de l'autre côté. Je pense que Luke Bakio en fait va commencer et s'il n'a pas joué bah, le dernier match parce qu'il était suspendu. Mais donc effectivement moi je m'attends plutôt à Luke Bakio même si pour avoir des frissons et pour être allez pour prendre allez, le 100% risque j'aurais aimé voir, enfin, j'aimerais voir Doku Bakayoko. Bakayoko, c'est la folie quand même avoir joué. Moi, j'en avais parlé sur une vidéo au PSV et c'était vraiment, vraiment quelqu'un. Et du coup, je pense que plus probablement, le vainqueur de ça jouera le Portugal, il me semble. Ce sera le Portugal, je crois, face à la Slovénie. Mais bon, normalement, ça devrait le faire pour la bande ACR7. On passe au prono. Confiant, pas confiant. Allez, est-ce que je me lance d'abord moi ou je demande d'abord à vous? Choisissez. Allez, Vas-y, bah, toi moi je d'abord. commence. Ah, ok, Moi je vas-y, commence. ok. Non, mais on va espérer par rapport à ce que disait Jordan. Il y a quand même en 2002 où on a les trois meilleurs buteurs de leur championnat, Thierry Henry en Première Ligue, Trezeguet en Serie A et Djibril Cissé en Ligue 1. Et finalement, on met pas un pion. Donc, on va espérer que ça revienne, mais il y a des fois où ça n'est pas revenu. Donc, on va espérer. Après, tactiquement, c'est vrai que la Belgique pourrait laisser le ballon, défendre bas. Ce serait peut-être mieux pour eux et attaquer avec la vitesse, avec des flèches. Mais est-ce qu'ils sont capables de subir et de jouer bas? Telle est la question. Donc, mon pronostic, personnellement, je dirais qu'on va être surpris et qu'il y aura plus de buts qu'on ne le pense. Ouais. Je pense une victoire 2-1 des Bleus ou 3-2. Un match un petit peu fou, un peu comme celui face à l'Argentine. Donc, je vais dire, allez, 2-1. Nathan, c'est à toi. Allez, là, allez, crois en ta Belgique. Allez, tout le peuple belge croit en la Belgique. Non, mais je suis totalement d'accord avec Rico. Bah, je pense qu'on aura un match assez généreux en termes de goal. Comme on n'a pas mentionné ce match, mais comme celui de Nations League qui a eu, c'était il y a 2 ans maintenant, il me semble, hein, que la France gagne 3-2. Et je m'attends aussi à un match un peu dans la même, dans le même type. Et donc je vois bien un 2-2 après prolongation. Ouais, on s'écroule face à l'expérience de la France. Mais je vois un match comme ça, en tout cas 2-2, parce que devant, en fait, on a trop les outils pour marquer. En fait. On a les outils, mais derrière, j'ai peur quand même. Mais 2-2 et après prolongation, victoire de la France. Avant de te lancer à toi, Jordan, je vais juste continuer avec ce qu'il a dit Nathan, parce que moi, c'est ça, c'était mon prono. Moi, je partais sur un 2-2, et après, et je voyais la Belgique prendre sa revanche contre la France au penalty. Ok. Parce qu'en fait, moi, j'avais fait du coup une vidéo avec French PL, et on avait fait tout le parcours de l'Euro. Ben, moi, ma finale, après, je suis peut-être chauvin, mais j'avais mis l'Italie contre la Belgique. Donc, je me suis Ah dit, ouais. pourquoi pas? Mais c'était avant l'Euro, donc j'avais pas encore vu les prestations de la Belgique. Tu restes sur ton prono. Parce que t'as pas choisi deux équipes qui jouent très très bien pour le moment. L'Italie aussi, c'est Ouais, waouh, c'est compliqué. ça, c'était une catastrophe. Mais bon, c'était pour une autre vidéo. Moi, je partirais sur un 2-2, comme vous avez dit. Je pense que ça va être assez ouvert. Il y aura beaucoup de buts. Même si la France, elle est solide, la Belgique a les capacités pour marquer. Je partirais sur un 2-2 et une nouvelle. Ouais, mais c'est fou quand même, une nouvelle défaite de l'équipe de France au tir au but, comme contre la Suisse au dernier Euro. Je sais pas si tu as vu le tweet, mais le parcours qu'on vient de faire là, dans cet Euro, exactement avec les buts sur penalty, le nombre de buts, etc., c'est exactement le même parcours qu'on a fait en poule à l'Euro 2021. Et derrière, on se fait Ah ouais? sortir par la Suisse. Ouais, on se fait sortir par la Suisse contre qui on n'avait jamais perdu en match officiel, en compétition, tu sais, Euro, Coupe du Monde et tout. On se fait sortir par la Suisse au penalty. Donc ça se trouve, ça va être la même chose, puisqu'on n'a pas perdu en compétition, tu sais, Euro, Coupe du Monde contre la Belgique. Bah, ça se trouve, ça va le C'est faire un aussi. signe, Nathan, c'est bon. Ce serait incroyable. Attends, là, il a le Ouais. smile, il est tout heureux, là. Non, mais là, cette fois-ci, avec Mike Maignan en goal, s'il y a une séance de tir au but, ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus corsé. C'est vrai, et en espérant que du coup,
Lukaku ne mettra pas 1 heure comme Levan pour son penalty, là, quelques petits sauts. Bon, ça, on est revenu. Et Jordan, conclue-nous cette vidéo avec ton prono. Écoute, pareil, moi, plein de buts. Mais match serré quand même. Et je dirais un peu 3-1 France avec un match vachement serré. La France qui mène 2-1, je sais pas, vers la 60e. Et là, la Belgique qui tente un peu le tout pour le tout. Et un dernier but à la fin, vers la 90e, qui redonne un peu plein de confiance à la France pour faire le beau parcours après. Voilà, on conclut sur le petit 3-1 de Jordan pour l'équipe de France. Du coup, je crois que ouais, dans la vidéo, je suis le seul qui voit la Belgique passer. Je vois un Belge qui dit la France, un Français qui dit la France et Jordan qui dit du coup la France. En tout cas, on voit tous des buts. Ouais, ça c'est. Ouais, et on espère, oh, les gars, vous avez vu ce qu'on a subi là, avec la poule de l'Angleterre, la poule de la France. Waouh! Oh les gars, faut des buts. En plus, je pense les entraîneurs, enfin les entraîneurs, les équipes se sont vraiment pris beaucoup de critiques et notamment, je pense à l'équipe de France avec Deschamps qui est toujours dans son pragmatisme. Donc, je pense que les deux équipes vont vouloir montrer que il y a les capacités offensives pour faire quelque chose. Donc, ouais. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Et du coup, merci Recoba pour ta présence. C'était un plaisir. Avec Et plaisir. nous, soit on se retrouve pour les quarts, ou on se retrouve cet été pour une vidéo spéciale PSG. Yep. Merci à toi, Nathan. C'était un plaisir. Et en espérant, du coup, pour mon prono qui passe, que la Belgique passe. Ouais. Merci Et, à toi en tout cas. et merci, du coup, à Jordan d'avoir été là. Toi, je te retrouve très rapidement pour Roumanie, On a plein de Pays-Bas. vidéos à faire encore. On est foutu, on est foutu. Et du coup, ciao les gars. Ciao. Ciao, tout le Ciao. monde. It's not a game, it's a rich thing.